C'était un journal branché, mais qui abordait les choses de façon un petit peu décalée, et un petit peu trash, et un peu moqueuse, et très dilettante. Comme on disait tout le temps à l'époque, on essayait de traiter les sujets rigolos de façon sérieuse et les sujets sérieux de façon rigolote. Et Fabrice de Rohan-Chabot m'avait demandé à un moment de faire une petite note d'explication et j'avais dit que c'était un croisement entre le monde diplomatique et Jeune et Jolie. Ça n'avait ni la rigueur de Jeune et Jolie, ni la légèreté pétillante du monde diplomatique, mais c'était un peu ça, quoi. Les choses dont je me souviens le plus, en fait, c'était comment on décidait des numéros en réunion de rédaction. Ça, c'était toujours drôle, c'était des moments de grande liberté. Et par rapport à ce que j'ai vécu après, quand j'ai été travailler dans d'autres journaux, ça, je ne l'ai jamais retrouvé. C'était vraiment quelque chose d'étonnant et d'assez rigolo, quoi. L'exemple que je cite toujours, c'est la couverture précaire et branchée qui a été un petit peu l'un des premiers numéros vraiment société décalée qu'on a fait. J'étais arrivé en réunion de rédaction avec la gueule de bois ce jour-là et j'avais vu des affiches sur le chemin pour le magazine Jeune et Jolie et j'ai dit nous on n'est pas vraiment Jeune et Jolie, on est plutôt précaire et branché. Encore que c'est pas sûr parce que Jacques Braunstein dit que c'est lui qui l'a dit, ce qui est tout à fait possible, donc rendons à César ce qu'il est. En tout cas on a dit ah tiens c'est marrant, précaire et branché ça sonne bien, on pourrait le mettre en couverture. Et donc, en fait, on a dit, bah oui, faisons un dossier. On ne savait pas ce qu'on allait mettre dans le dossier, mais on a fait précaire et branché et on a fait la couve la plus horrible, pour moi la plus belle de l'histoire de la presse, qui était une mauvaise photo de kebab toute grasse et une photo de téléphone portable, à l'époque un Nokia. Je me souviens aussi, après être rentré d'un été un peu fatigant, on se demandait quoi faire comme numéro de rentrée, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme dossier, parce que je m'occupais particulièrement des dossiers société. Enfin, on les décidait à plusieurs, mais c'était un petit peu ma charge principale. Et donc j'avais vu un graffiti à la gare du PEC, un vieux graffiti de 68 où il y avait marqué « Cours connard, ton patron t'attend ». Et j'ai dit « Ah bah tiens, ça c'est drôle, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est en revenant de vacances, c'est « Cours connard, ton patron t'attend ». Et Raphaël Turca a dit « Ah bah tiens, on n'a qu'à le mettre en couverture ». Et ça, c'était quelque chose qui était assez bien avec Raphaël ou avec Fabrice, c'est que si on avait trouvé une phrase sur les sangs bleus qui disait les sangs bleus sont des abrutis, mais si ça les avait fait marrer, ils auraient accepté de faire un truc et ils se lançaient quand même dans des choses assez étonnantes parce qu'ils acceptaient de mettre en couverture et de se lancer sur des dossiers. On ne savait même pas ce qu'il allait avoir dedans, mais juste... On avait trouvé une phrase marrante. Ça a été comme ça pour mes 68 étaient-ils bidons, pour les technobof. Cette phrase, elle fait un peu cliché, mais on faisait n'importe quoi, on faisait ce qu'on voulait. Et le pire, c'est que ça marchait, quoi. Enfin, ça marchait. Je m'entends. Ça trouvait un petit écho auprès des gens qui nous lisaient, quoi. Il y avait une dynamique, quelque chose qui se passait. Ce qui était formidable, c'était que tu pensais à quelque chose et puis tu le disais et puis ça pouvait devenir un article. Quand tous les bars branchés ont commencé à apparaître dans le quartier de Bastille et d'Oberkampf, je me suis fait la remarque de mais pourquoi les serveurs de café branchés sont-ils si désagréables? Et dans un dossier quelconque, tu pouvais faire un article sur mais pourquoi les serveurs de café sont-ils si désagréables? Il y avait une sorte de truc direct du producteur au consommateur. Quelque chose germait en toi, tu pensais à le faire, tu le faisais, et puis voilà, et ça fonctionnait, enfin, dans son micro-genre très particulier, quoi. Et c'était assez exaltant parce que tu avais l'impression de raconter en fait ta vie, tes sensations, tes rencontres au fur et à mesure. Et ça correspondait à un peu une sorte de fantasme que j'avais du journalisme gonzo, qui était justement un journalisme qui ne prend pas le journalisme très au sérieux et qui se met beaucoup en scène, même si on n'était pas Hunter S. Thompson, hein, on était de santé plus fragile et de détermination moindre, on était des Hunter S. Thompson bouffons, quoi. Et ça aussi, j'aimais bien le fait que toujours se mettre en scène comme des bouffons, comme des branleurs, etc. Ça me faisait beaucoup rire. Il y a un tel esprit parfois de sérieux dans la profession. Je ne me suis jamais vraiment senti journaliste. J'ai toujours un peu pris ça à la légère, donc ça me faisait rigoler de faire ça comme ça. L'article le plus étonnant, ça a été l'article que j'ai fait sur Guillaume Dustan après l'avoir rencontré, parce que rencontrer quelqu'un comme lui, ça a été un peu une déflagration personnelle, tellement il était particulier et intense comme personne. Et donc, je devais écrire l'article sur lui. Évidemment, j'étais en retard, comme toujours, et je suis arrivé au dernier moment au bouclage. C'était un dimanche.
Et j'avais la gueule de bois et je marchais dans la rue. Et il y a une dame qui m'a donné un papier pour, je sais plus ce que c'était, suivez le chemin de Jésus, quelque chose comme ça. Et puis je me suis assis et puis j'ai écrit n'importe quoi. J'ai écrit un truc, un grand poème lyrique sur, enfin poème c'est beaucoup dire, mais disons un grand texte lyrique sur que Dustan allait tous nous sauver en fistant en fait dans les backrooms du Marais et que il allait fister pour nous en fait et qu'il allait aller jusqu'au bout de la liberté et de la folie et du sexe et du plaisir et c'est un petit peu ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Il a été très loin quoi en fait et il en est mort d'ailleurs. C'était intense, c'était aussi pas facile parce que moi j'étais un peu caractériel à l'époque, je me suis un petit peu calmé, je suis devenu un garçon plus sage et plus poli, mais à la fin je crois que j'étais assez difficile à vivre et on s'est beaucoup engueulé, mais ouais c'était assez intense, puis tout le monde parlait dans tous les sens, donc c'était des concours d'ego, des serres en rut, comme disait Nicolas Santolaria. On sortait tout le temps, moi je suivais Jacques qui était un petit peu mon chef scout dans les soirées parisiennes, c'était pas très sérieux et puis ce qui était drôle aussi, c'est qu'il y avait toujours le problème de l'argent. Je pense qu'une des grandes qualités de Technicart vient du fait que c'était une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux, c'est-à-dire que ça ressemblait à un magazine sur papier glacé, mais en fait c'était un fanzine au niveau des moyens. Et donc il y avait le problème de l'argent tout le temps qui revenait. On était payé au lance-pierre, il fallait insister 8 fois tous les 6 mois. C'était une misère. Donc du fait qu'on était très mal payé, on s'autorisait toutes les libertés. On aurait été payé selon le barème de la profession. On aurait peut-être eu des réflexes de professionnels. Mais là, en l'occurrence, c'était finalement une bonne chose d'être aussi peu payé parce que ça nous donnait une vraie liberté. Alors, je ne sais pas s'il faut en tirer une règle générale pour le management moderne, mais voilà. C'était très déconnant et puis il y avait des personnalités assez marrantes, chacun dans leur genre. Et puis cette petite sensation qu'il se passe un peu un truc et d'être tous un peu contents, là, à se frotter le derrière les uns contre les autres parce qu'on est dans un truc un peu rigolo qui est en train de se passer, quoi. C'était une culture fondamentalement de mecs qui ricanent et qui mettent en scène leur déboire amoureux. Je ne sais pas si par exemple ce ton-là, cette attitude-là, elle pourrait être tellement possible aujourd'hui. On dirait sans doute que c'est un lieu de la domination masculine ou du patriarcat. On n'était pas d'une folle modernité pour ça en fait, hein, c'est sûr. Je dis ça, mais en même temps on était quand même pas capable de faire la tentation gay. Où le papier, c'était à la rédaction, on dit tous qu'on va s'enfiler les uns les autres, on se traite tous de petites tapettes, etc. et tout, on a tous envie d'être pédés. Donc on n'était pas non plus juste des hétéroboufs, on était des hétéroboufs mais un peu sensibles. À l'époque, il y avait beaucoup moins cette culture de l'info branchée. Aujourd'hui, dans tous les news sur Internet, dans tous les sites, il y a des infos branchées, pointues, des tendances, des décryptages, des machins. D'ailleurs, avec des formats qu'on avait fait ou qu'on était les premiers à faire dans Technicart. Mais nous-mêmes, on s'inspirait. Moi, je sais que quand je suis arrivé à Technicart, j'arrêtais pas de leur parler de la presse anglo-saxonne parce que j'avais beaucoup lu The Face, pas Heidi, qui est un magazine quasiment impossible à lire. Heidi, ça annonçait la malédiction du règne de la fashion dans notre société, une tyrannie sous laquelle on vit encore aujourd'hui complètement, mais The Face ou certains journaux américains. Et donc, il y avait cette idée à la fois de parler des choses les plus intéressantes, les plus dans l'air du temps. Et par exemple, à cette époque-là, c'était pas le transgenre, c'était l'empowerment des gays, comme on dirait aujourd'hui. Maintenant, ça paraît une vieille chose, mais on ne se disait pas tellement « Oh, on va aller chercher des choses pointues pour être plus pointu que les autres ». C'était pas vraiment un positionnement marketing, c'était les choses qui nous intéressaient. En cinéma, il s'intéressait qu'au cinéma de Hong Kong. Jacques, il défendait à fond Houellebecq, parce qu'on a oublié quand même, maintenant tout le monde dit que Houellebecq est un génie, mais quand Extension s'est sorti, il y a plein de gens, notamment dans tous ces magazines qui maintenant vous disent que Houellebecq c'est le meilleur écrivain français, tous les news, l'Obs, Le Point, l'Express, c'était horrible, c'était misogyne, c'était raciste. La génération 68 lui reprochait d'être déprimant, d'être dark. En musique, il y avait Valérie qui allait dans les free parties, il y avait PX en techno qui était très important et qui connaissait hyper bien et de façon très pointue le milieu de la techno et donc qui ramenait toujours des infos que personne connaissait. Voilà, donc c'était une sorte de chose comme ça. C'est aussi parce qu'ailleurs, on n'aurait pas pu les écrire de toute façon, ces choses. J'espère que ça va toujours bien pour Technicart et que
ce magazine vivra longtemps, mais j'ai l'impression que tout le monde fait du technique art. Une baseline aussi géniale qu'une interview mal préparée donne toujours un mauvais article trouvé par Benoît pour son interview, je sais plus comment ça s'appelle, l'inconnu connu du mois ou un truc comme ça. Et ben ça, j'ai l'impression que maintenant on pourrait presque le trouver dans un news ou dans un truc sur Internet. Et puis en plus maintenant sur Internet, tous les gens qui font des blogs, tous les gens qui font des sites, etc., ils font tous des petits formats, des trucs bizarres, découpés, machin chose, des trucs tendances. Tiens, à Acapulco, on aime bien manger de l'avocat ou des conneries comme ça. Donc en fait, ça s'est un petit peu délayé alors qu'à l'époque, on était considérés quand même comme des gentils branleurs, ce qu'on était, par les gens sérieux comme les Inrecuptibles, ou je parle même pas des gens comme Télérama, l'Obs, etc., qui nous méprisaient totalement, quoi.